C'est un investissement sans précédent. C'est une accélération massive de l'histoire industrielle de notre pays. Well, semiconductors are small computer chips that power virtually everything in our lives. Un semi-conducteur, en fait, pour le dire de manière assez basique, c'est un morceau de silicone sur lequel a été gravé un circuit graphique et sur lequel a été imbriqué des composants qui permet aux semi-conducteurs d'avoir certaines fonctions. On parle de fonctions logiques ou de mémoire. Un bon exemple pour un semi-conducteur qui est logique, ça va être celui qui est le cerveau un peu de nos ordinateurs, de nos téléphones. Un semi-conducteur de mémoire, ça va être ceux qui enregistrent les données. C'est un petit composant qui en fait est un peu le cerveau où concentre toutes les fonctions de tous les appareils digitaux. La plupart des gros producteurs et des plus gros consommateurs de semi-conducteurs sont en Asie. Pour les semi-conducteurs de vraiment haute technologie, il n'y a que 2 entreprises qui savent produire les dernières générations de semi-conducteurs. Et celles-ci sont basées à Taïwan, TSMC, et l'autre entreprise est basée en Corée du Sud, et c'est Samsung. TSMC est le leader du marché et produit 55% à peu près des semi-conducteurs de haute technologie. Et évidemment, aujourd'hui, cette dépendance n'est plus acceptable. On ne peut plus dépendre. Le problème de l'hyperconcentration de la production est surtout pour les semi-conducteurs de très haute technologie. Taïwan est une île qui a énormément de risques politiques pour des raisons historiques avec la Chine, mais aussi des risques climatiques, des risques de séisme, qui fait qu'avoir un produit qui est aussi important pour l'économie mondiale, dont la production est largement concentrée dans un tel territoire, est finalement toujours une source de risque. La conséquence du fait que la production de semi-conducteurs soit si concentrée dans certains pays avec certaines entreprises, c'est un problème parce que ces entreprises et ces pays sont des alliés des États-Unis. Ce qui fait que la Chine est très tributaire des États-Unis et de leurs sanctions économiques et politiques sur sa capacité à consommer des semi-conducteurs. L'enjeu se décline dans ce qu'on appelle maintenant la suprématie technologique. C'est pas nouveau que les grandes puissances géopolitiques et les puissances qui aspirent à avoir un statut hégémonique aient envie de maîtriser les dernières technologies. Ça a du sens pour des raisons, d'une part, de pure sécurité, parce que l'innovation permet en fait d'avoir les meilleures armes et du coup éventuellement les armées les plus puissantes, mais aussi pour des questions de sécurité économique, dans le sens où ça permet de capter des parts de marché et d'être leader dans certains marchés émergents qui à terme vont permettre de faire gagner énormément en compétitivité. Et donc à cet égard-là, les États-Unis et la Chine, ça fait déjà longtemps qu'ils ont chacun décidé qu'ils voulaient contrôler le plus possible la chaîne de valeur des semi-conducteurs. La Chine en particulier, depuis 2014, a investi massivement pour pouvoir réussir à produire ses propres semi-conducteurs. Elle y parvient dans beaucoup de segments, mais pas la dernière génération. Les États-Unis, par ailleurs, ont aussi investi un peu moins massivement que la Chine du fait qu'ils étaient moins exposés car les acteurs principaux restaient des pays alliés, donc ils ne sont pas exposés à des sanctions politiques de la même manière que la Chine l'était. China is doing everything it can to take over the global market. Qu'est-ce que c'est que le CHIPS Act au niveau européen ? Un premier pilier, c'est essayer de faire en sorte que les pays européens aient une place plus importante dans le secteur des nouvelles technologies en général. Donc ça veut dire soutenir massivement la recherche, le développement, l'innovation pour permettre à l'Europe d'avoir des parts de marché ou d'exister dans des secteurs qui sont actuellement importants et plus importants qui vont devenir importants. La 5G, les objets connectés, l'intelligence artificielle. Le deuxième pilier, ça consiste à permettre aux États européens de donner des aides d'État à des entreprises pour qu'elles viennent implanter leur usine de fabrication de semi-conducteurs en Europe. Et le troisième pilier, ça va être des paramètres qui permettront aux États européens ou à l'Union européenne de décider, en cas de stress sur le marché des semi-conducteurs en général,
de mettre des restrictions à l'exportation, de faire en sorte de gérer le stock de semi-conducteurs en Europe pour les entreprises qui produisent leurs semi-conducteurs en Europe. Et donc en ça, le CHIPS Act, ça représente l'Union européenne qui s'aligne un peu sur des pratiques commerciales et industrielles qui sont suivies plus ouvertement par la Chine et les États-Unis depuis quelques années au nom de ce qu'ils appellent l'autonomie stratégique. On sort de la crise Covid en disant l'Europe, c'est 10% de la production. Eh bien, on se donne la décennie pour doubler notre part dans la production mondiale. L'Union européenne lance ce EU CHIPS Act après ces années de pénurie de semi-conducteurs qui ont mis à mal l'activité économique en Europe, au sens que ça a dû obliger l'industrie automobile à s'arrêter pendant des mois, ou en tout cas à beaucoup ralentir sa production. Je crois que c'est 7% de l'emploi en Europe, donc il y a besoin de faire en sorte que ces usines puissent repartir. Et donc ça, ces enjeux économiques servent de base pour justifier la mise en place du CHIPS Act. Mais par ailleurs, en fait, on se rend compte que l'Union européenne, il y a quand même un accent qui est mis sur la production de semi-conducteurs de dernière génération. Et donc, comme on l'a dit au début, ces semi-conducteurs de dernière génération, en fait, ils sont consommés principalement par le secteur des nouvelles technologies pour lesquelles il y a peu d'industrie en Europe. Ensuite, en pratique, on voit que depuis que le CHIPS Act a été annoncé, il y a déjà 2 entreprises qui ont annoncé vouloir venir ouvrir des usines en Europe, ce qui était l'objectif de la Commission européenne. Donc, on peut dire que dans ce sens-là, que c'est encourageant. Une usine de semi-conducteurs, ça s'appelle une fonderie, ça coûte très très cher à construire. C'est possiblement des dizaines de milliards de dollars et c'est sur plusieurs années qu'on la construit. Ces coûts font que pour qu'une telle entreprise soit économiquement viable ou profitable, il faut en gros qu'elle marche à plein régime en permanence. Donc ça, le premier risque qu'on voit, c'est que comme beaucoup de pays et beaucoup d'entreprises aussi du secteur ont réagi à la pénurie ces dernières années en investissant massivement. Et comme ces investissements massifs vont prendre encore quelques années avant de créer des nouvelles capacités de production, puisqu'une usine prend du temps à construire, on peut imaginer que d'ici à quelques années, on se retrouve en surcapacité. Et donc ça veut dire qu'on aura trop de semi-conducteurs, le prix des semi-conducteurs va s'effondrer. Et 2, c'est des entreprises qui n'ont pas vraiment besoin d'aide d'État pour ouvrir des nouvelles usines. Simplement, aujourd'hui, alors que beaucoup d'États à travers le monde sont ouverts à l'idée de débloquer énormément d'argent pour soutenir ces entreprises, pour qu'elles viennent s'implanter sur leur territoire, elles ont un pouvoir de négociation qui est énorme pour lever des fonds et pour bénéficier d'argent public. Et la dernière chose qu'il faut ajouter aussi, je pense, c'est qu'une usine de semi-conducteurs, en plus que ce soit pas sûr que ce soit profitable, c'est des usines qui demandent énormément d'énergie pour fonctionner et qui, de manière générale, ont une empreinte environnementale qui est énorme. Et ça, on n'en parle jamais.